Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal des correspondants. Aujourd'hui, nous serons en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Centrafrique et au Sénégal. Direction tout de suite la Côte d'Ivoire pour vous parler de l'initiative Voix essentielle de l'ONG Speak Up Africa. L'organisation, dans le cadre des séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre, a mené plusieurs activités à Abidjan du 25 novembre au 10 décembre. Objectif, outiller les femmes pour mieux lutter contre les violences basées sur le genre. Les détails avec notre correspondant ivoirien, Olivier Conan. Des agressions sexuelles, physiques et des mariages forcés. Plus de 5000 cas de violences basées sur le genre enregistrés en Côte d'Ivoire pour le compte de l'année 2022. Des statistiques alarmantes qui ne laissent pas indifférent l'ONG Speak Up Africa. L'organisation non gouvernementale pour lutter contre le phénomène a initié Voix essentielle, un programme qui vise à soutenir l'autonomisation des femmes et des filles africaines en les aidant à renforcer leurs compétences pour participer à la prise de décision dans leur pays. C'est un type de violence qui persiste et qui est un des plus communs, les violences faites contre les femmes et contre les jeunes filles. Ce qu'on veut à travers l'initiative, en fait, c'est déjà renforcer les capacités des organisations dirigées par des femmes, renforcer leurs capacités donc organisationnelles, renforcer leurs capacités aussi en termes de leadership, en termes de communication, en termes de plaidoyer et également leur donner des financements. Il y a beaucoup d'organisations qui soutiennent les organisations de femmes mais qui ne les financent pas. Sans financement, on ne peut rien faire. En Côte d'Ivoire, l'un des 3 pays où l'initiative Voix essentielle est mise en œuvre, depuis le 25 novembre, Speak Up Africa mène une série d'activités pour atteindre ses objectifs dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Au cours d'une de ces activités, l'ambassadeur du Canada à Abidjan a annoncé l'augmentation de la contribution de son pays au financement de la promotion du genre de plus de 30% au niveau mondial. Nous avons notre politique internationale féministe, nous avons notre politique de développement féministe aussi, et nous disons non à la violence basée sur le genre. Donc nous avons augmenté notre contribution au niveau mondial, on parle de plus d'1 milliard de dollars canadiens. Donc c'est vraiment en termes de la parole à l'action pour permettre le financement à tous les niveaux de ces organisations qui s'assurent vraiment de l'importance d'appliquer l'égalité des genres. Même si les difficultés d'accès au financement persistent, les organisations en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso ou encore au Sénégal essaient à travers des campagnes de sensibilisation, l'accompagnement psychologique et l'assistance juridique d'apporter leur soutien aux femmes de leur pays. Nous avons ratifié au Sénégal beaucoup de conventions relatives aux femmes pour la protection des femmes, mais malheureusement ça ne s'applique pas comme il le faut. Si nous prenons le cas des mutilations génitales féminines, la loi existe depuis 1999 plutôt, mais cette loi peine à être appliquée comme il le faut au niveau du Sénégal à cause des pesanteurs socio-culturelles, mais aussi à cause aussi de la religion. La prise de décision et le leadership sont considérés comme des facteurs importants de l'autonomisation des femmes. Celles-ci doivent pouvoir exprimer leurs préférences, leurs points de vue et leurs intérêts. Que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, Voix essentielle se bat pour favoriser l'atteinte de cet objectif. Le gouvernement de la RCA et le système des Nations Unies ont signé ce lundi à Bangui, la capitale centrafricaine, un plan cadre de coopération fondé sur le développement durable pour la période de 2023 à 2027. Le document a été signé par 23 agences, fonds et programmes de l'ONU, y compris la MINUSCA. Ce plan cadre favorisera la promotion d'un état de droit en Centrafrique. Roland Chibenda. C'est le Premier ministre Félix Moloa qui a signé au nom du gouvernement centrafricain ce nouveau plan cadre 2022-2027 basé sur 4 piliers: paix, population, prospérité et planète. Avec à ses côtés la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, et les représentants des différentes agences du système des Nations Unies en Centrafrique. L'occasion a été donnée au coordonnateur résident par intérim des Nations Unies en Centrafrique de préciser le principal objectif visé par ce nouveau plan cadre de coopération.
Au-delà des priorités nationales, l'engagement des Nations Unies auprès du gouvernement vise aussi à accélérer les progrès du pays vers l'atteinte des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 ainsi que ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, à travers ce nouveau plan cadre, il ne faut plus mettre les États dans une posture d'assistance continue. Nous sommes ici en mission d'appui, en mission d'accompagnement. Nous ne sommes pas les acteurs principaux du développement de la République centrafricaine. Nous sommes les accompagnateurs dans le système des Nations Unies, les accompagnateurs principaux du développement de la République centrafricaine, qui reste conduit par le gouvernement et le peuple centrafricain. Le Premier ministre centrafricain qui présidait la cérémonie a saisi cette opportunité pour signaler l'engagement de son gouvernement à s'investir sérieusement dans la mise en œuvre effective de ce nouveau plan cadre de coopération. Les finalités espérées de l'action gouvernementale m'obligent à préciser qu'il nous revient d'assurer au niveau des départements ministériels et des différents comités de coordination sectorielle un processus d'appropriation de ce nouveau plan cadre de coopération, de travailler en collaboration avec l'ensemble du système des Nations Unies dans l'optique de développer de nouvelles compétences et de renforcer les capacités opérationnelles nécessaires à l'atteinte des objectifs de développement durable. Après les différentes déclarations, le Premier ministre centrafricain a coupé le ruban symbolique qui a permis la visite des stands programmés par les différentes agences du système des Nations Unies en Centrafrique. Tout cela dans une ambiance de coopération très agissante, système des Nations Unies, République centrafricaine, pendant les 5 prochaines années. Au Cameroun, précisément à Yaoundé, la ville vibre déjà au rythme des préparatifs de Noël et de la Saint-Sylvestre. Les articles inondent les rayons. Cependant, l'augmentation des prix des jouets, des vivres et des produits de première nécessité a une forte incidence sur le panier de la ménagère. Sion Chimène Baleba, Pierre Pafen Dongo, Cyril Nguidjoy ont sillonné quelques marchés de la capitale pour nous. Voici leur reportage. Dans cet espace marchand à la Belle Étoile, les articles de Noël ont occupé la majorité des rayons. Cependant, les clients se font rares, les prix des jouets ont été revus à la hausse, les poupées sont accessibles à partir de 8 000 francs CFA. Ils nous disent que la douane a augmenté parce que nous on demande pourquoi les choses sont tellement devenues chères. Puisque l'article comme celui-ci que je prenais peut-être à 8 000 l'année passée, on me revend ça aujourd'hui à 10 000. Vous pensez que le parent pourra payer ça à combien? Ça devient déjà un peu difficile. Vous voyez les articles peut-être qu'on payait peut-être à 1 000 francs comme celui-ci. On payait ça l'année passée à 5 000. Aujourd'hui on nous vend ça à 7 000. Donc vous voyez qu'on met 2 000 par article. Et des petits articles comme ça on ajoute 200, 300. Vous voyez que ce n'est pas évident pour un parent. Tout près, cette commerçante spécialisée dans la vente des vêtements qui s'impatiente. Tout le monde pleure que ça ne donne pas. On va alors faire comment? Nous-mêmes qui vendons, on ne s'en sort pas. Les parents qui viennent nous faire la recette ne s'en sortent pas. Le parent veut l'habiller. Peut-être une jupette comme ça là. Peut-être l'année passée, on pouvait vendre une jupette comme ça à 1 500. Mais le parent te dit que j'ai 1 000 francs, j'ai 500. On est obligé de faire avec. En cette veille de fin d'année, les équations sont complexes pour les ménages. Il va falloir revoir son portefeuille et limiter les dépenses. Au-delà des jouets, les prix des produits agroalimentaires et des produits de première nécessité ont également grimpé sur le marché. Les enfants ne parviennent plus à prendre le petit déjeuner normalement parce que le pain déjà a diminué de volume. L'huile est déjà devenue trop chère au marché, c'est pas évident du tout. Je cherche un peu dans les brocantes comme ça, dans les petits marchés pour trouver quelque chose de meilleur, de bon marché parce que je n'arrive pas à payer dans des grandes surfaces. Parce que dans les grandes surfaces, il faut avoir beaucoup d'argent pour payer. Face à la conjoncture internationale actuelle, les parents payent le lourd tribut car la plupart des articles de Noël sont importés. L'une des raisons qui pousse le gouvernement à se tourner vers la politique d'import-substitution, inscrite dans la loi des finances 2023, cette mesure vise à valoriser davantage les produits du terroir.
Un mot sur la Coupe du Monde avant de finir cette édition. Malgré leur élimination en huitième de finale face à l'Angleterre, les Lions du Sénégal ont été reçus par le président Macky Sall qui a décidé malgré tout de leur verser les primes de qualification en quart de finale. Une décision qui suscite la polémique à Dakar. On fait le point avec notre correspondant local, Igor Couton. C'est ce tweet d'un journaliste sénégalais qui donne le ton sur les réseaux sociaux. La plupart des internautes jugent indécente la décision du président Macky Sall de verser aux joueurs de l'équipe nationale et à toute leur délégation la prime de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, malgré leur élimination au tour précédent. Dans les rues de la capitale Dakar, cette indignation ne semble pas trouver le même écho. Moi, je crois que c'est salutaire. C'est un acte qui permet d'encourager le mérite pour les jeunes, les futures générations. Et de cela, les jeunes générations, les futurs footballeurs qui viendront au niveau de l'équipe nationale vont mettre aussi le paquet comme leurs anciens qui viennent de le faire. C'est une très bonne chose que le président prenne la décision vraiment d'honorer les gagnés en leur octroyant la prime de qualification. Du côté des observateurs du milieu sportif sénégalais, les avis sont moins tranchés. Moi, je suis d'avis que le président navigue toujours dans cette dynamique du Sénégal champion d'Afrique qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas cassé cette dynamique. Il les a reçus déjà pour les remercier de cette participation honorable, on peut le dire, en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et puis, pour permettre à ces joueurs-là, qui étaient choqués, qui étaient sous le choc, qui étaient abattus par cette défaite face à l'Angleterre, on a tombé sur plus fort que nous, par rapport à cette défaite-là, de pouvoir les requinquer, les remobiliser pour leur donner cette prime de qualification. Payer la prime de qualification en quart de finale alors que les joueurs n'ont pas pu sortir ou bien n'ont pas pu passer les huitièmes, je pense que ce n'est pas normal. Les gens parlent beaucoup plus de la somme, les 90, 100, 120, 130 millions. Tout ça n'est pas important, c'est plus en fait l'aspect de respect envers la nation. Parce que, comme je l'ai dit, payer par rapport aux objectifs qui n'ont pas été atteints, je pense que c'est assez triste et déloyal. Le moins qu'on puisse dire est que cette décision du président Macky Sall n'a pas fini de faire parler ici à Dakar. Terminus, tout le monde descend, c'est la fin de ce numéro du Journal des correspondants. Sabir Gaïb à la réalisation, Lucie Dion au son. Ils ont été assistés par Oni Otsinda. Toute l'équipe par ma voix vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.